Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de Canal 32. Nous sommes le jeudi 14 octobre. Voici les titres de cette édition. Un homme de 75 ans mis en examen pour l'assassinat de son épouse à Île-aux-Monts. D'après les premiers éléments, il s'agirait d'un dernier geste macabre pour accompagner la femme gravement malade vers la mort. Le point sur l'enquête dans un instant. Le pavillon Henri IV de Nogent-sur-Seine se refait une beauté. Depuis plusieurs semaines, les maçons rénovent l'extérieur de ce bâtiment historique de la ville. Et puis, le premier JT du Salon régional du livre pour la jeunesse à Troyes. Au sommaire ce soir, une lecture dessinée au Théâtre de Champagne et une exposition « Promenons-nous dans les bois » avec Bambi au musée de Vauluisant. Mais on commence donc par ce fait divers à Île-aux-Monts lundi soir. Un homme de 75 ans a été mis en examen pour l'assassinat de son épouse. D'après les premiers éléments, il s'agirait d'un dernier geste macabre pour accompagner la femme gravement malade vers la mort. Ce jeudi, le parquet de Troyes a fait le point sur l'enquête. Regardez. Le drame s'est noué lundi soir. Les gendarmes ont reçu un appel d'un proche du couple, un proche prévenu de la situation par le meurtrier présumé. Ce dernier, un homme de 75 ans, explique tout de suite avoir étranglé jusqu'à la mort son épouse de 74 ans. L'ultime geste d'un accord macabre dans le couple, selon les premières explications fournies aux gendarmes venus l'interpeller. Monsieur était sur place. Il s'est immédiatement livré au service de gendarmerie qui l'ont interpellé et placé en garde à vue. Des premiers éléments, monsieur indique qu'il aurait donné la mort à sa femme parce que celle-ci souffrait d'une maladie grave et qu'il souhaitait mettre fin à ses souffrances. Il indique que cette décision a été prise en commun accord avec madame, qui lui aurait demandé quelques semaines auparavant de mettre fin à ses souffrances et qu'il a été décidé, en accord avec celle-ci, de le faire ce jour-là, donc le 11 octobre 2021. Monsieur avance que cette dame était malade, mais les déclarations de monsieur doivent être vérifiées par un certain nombre d'investigations, audition évidemment de l'entourage et également investigation d'ordre médical concernant la situation médicale de cette dame. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà été entendues durant le temps de la garde à vue. Mais il y a plusieurs personnes qui doivent être entendues justement pour savoir si cet accord entre monsieur et madame était connu d'autres personnes, proches, famille ou amis. Pour ce qui est de la personne qui est intervenue, a priori, elle n'était pas au courant. 24 heures après les faits, l'homme a été déféré au tribunal judiciaire devant un juge d'instruction. Il a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. Son geste devrait le conduire devant la cour d'assises. C'est pas un homicide conjugal avec des violences antérieures, c'est un homicide conjugal qui semble être dans le cadre d'une euthanasie. Il a totalement reconnu ce qu'il avait fait, comment il l'avait fait et également le pourquoi il l'avait fait. Toutefois, d'un point de vue psychologique et émotionnel, il n'est pas certain qu'il ait pris la mesure des conséquences de cette décision qu'il dit être de couple, mais de cette décision d'avoir donné la mort à sa femme. Alors la qualification juridique reste la même. Après le mobile, parce que ce sera un mobile, ne remet pas en question la qualification criminelle. Par contre, le jour où monsieur sera jugé pour ces faits, bien évidemment, j'imagine que les juges et les jurés prendront cet état de fait en question. Malgré le mobile apparent, malgré son âge, l'homme encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Les derniers chiffres de l'épidémie de Covid-19 dans l'Aube, les données de l'Agence régionale de santé Grand Est. Le taux d'incidence reste bas dans le département avec 27,8 cas pour 100 000 habitants sur 7 jours glissants. Du côté des hospitalisations, 18 personnes actuellement en soins dans l'Aube, 3 patients en réanimation et pas de décès enregistrés au cours des 24 dernières heures. Enfin, 228 516 Aubois sont considérés comme entièrement vaccinés, soit 73,7% de la population du département. Des données en baisse dans l'Aube et la fin de la gratuité des tests à partir de demain. Parmi les conséquences, la fermeture ce jeudi soir du centre de dépistage gratuit du Cube à Troyes. À partir de demain, donc, Troyes, Champagne Métropole invite et incite les personnes qui souhaitent se faire tester à prendre rendez-vous ou à se diriger vers les pharmacies et vers les laboratoires privés.
Le pavillon Henri IV de Nogent-sur-Seine se refait une beauté. La municipalité souhaitait entreprendre des travaux de rénovation depuis plusieurs années. C'est désormais chose faite depuis plusieurs semaines. Les maçons rénovent l'extérieur de ce bâtiment historique de la ville. Les explications dans ce reportage d'Aurore Coulon. Avec l'arrivée des basses températures, le pavillon Henri IV de Nogent-sur-Seine s'est couvert de son manteau d'échafaudage. En rénovation depuis 2 semaines, la bâtisse du XVIe siècle retrouve ses couleurs d'autrefois. On remet une matière à base de chaux aérienne pour que ça puisse respirer. Et puis, voilà, et puis comme ça, quand on met le badigeon, ça permet le bâtiment de respirer et l'enduit. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer. Plus qu'une simple retouche de couleur, le pavillon a besoin d'être mieux isolé. C'est à cause d'infiltration d'eau que des pans de torchis sont tombés. Aujourd'hui, il faut les refaire. Des joints sont ajoutés pour une meilleure étanchéité. Donc les enduits sont repris et à l'issue de ce travail qui va être réalisé, il y a un badigeon dans lequel on incorpore un coloris qui va redonner la teinte, comme je le précisais, initiale à ce bâtiment, pour qu'il n'y ait pas de changement et qu'il retrouve son aspect longtemps. Le pavillon a été acheté par la municipalité de Nogent-sur-Seine en 1988. Classé monument historique, de gros travaux de rénovation ont été entrepris en 2001. Depuis, le bâtiment marqué par le temps devait être rafraîchi, d'autant plus qu'il sert maintenant de salle d'exposition. Bienvenue au pavillon Henri IV. C'est un des vestiges du patrimoine médiéval de Nogent, l'un des rares bâtiments en pan de bois restaurés dans les règles de l'art. Autrefois, la maison était habitée par plusieurs générations de mariniers ou de cordiers, une histoire auquel la ville est attachée. Des traces du passé sont encore visibles sous les toits. Ces habitants ont laissé une trace sur les murs de ce pavillon Henri IV, dans les combles. C'est ce qui est à côté de moi. Donc, vous avez ici un coche d'eau. Donc, le coche d'eau, c'est l'ancêtre de la péniche. Pour la petite histoire, il y avait un coche d'eau à Nogent qu'a emprunté Napoléon quand il a quitté l'école de Brienne pour se rendre à Paris. La fin des travaux est prévue pour début novembre, pour un coût total de 15 800 €. À la chapelle Saint-Luc, le plan propreté est officiellement lancé. Une campagne d'affichage, une charte et des actions sur le terrain vont notamment permettre une sensibilisation accrue des habitants. Les thématiques des déjections canines ou encore des déchets dans les rues sont abordées. De la sensibilisation donc, mais pas seulement. Pour faire passer le message, les sanctions doivent tomber par le biais de contraventions. Écoutez. Aujourd'hui, on est dans la phase de sensibilisation et sanctions, comme vous pouvez le voir sur les affiches. Sensibilisation parce que les déchets, c'est nous, c'est vous. Les déchets sont issus de l'attitude des habitants, des citoyens, et nous voulons casser ce mauvais réflexe de prendre le domaine public comme une poubelle, en fait. Donc il faut inverser les tendances et sensibiliser les citoyens, qu'ils soient chapelains ou de passage. Et il faudra tenir bon, ça sera long, de manière à inverser les tendances et que celui qui jette une canette se sente un peu plus culpabilisé que ce qu'il n'est aujourd'hui. Nous ramassons globalement une centaine de tonnes de déchets dans l'année. On ne parle pas des ordures ménagères, on parle des déchets en dehors des collectes normales, pour vous dire que c'est excessivement important. On referme ce journal avec du cyclisme et la présentation aujourd'hui des parcours pour les Tours de France masculins et féminins 2022. Si chez les hommes, la grande boucle a privilégié les massifs montagneux, la course féminine, de retour après 12 ans d'absence, passera par l'Aube. Au programme du 4e jour de compétition, le mercredi 27 juillet, une étape entre Troyes et Bar-sur-Aube, une étape 100% auboise donc, de façon assez inédite.
le peloton devrait emprunter des chemins blancs. C'est la fin de cette édition écourtée du JT. Merci de votre attention. Tout de suite, le JT du Salon régional du livre pour la jeunesse. À demain pour un nouveau JT. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal spécial consacré au Salon régional du livre pour la jeunesse. Jusqu'à lundi soir, nous allons vous faire découvrir ce salon, ses auteurs, ses illustrateurs. Mais avant cela, je vous propose d'assister à une lecture dessinée. Ça se passe non loin d'ici, au Théâtre de Champagne. Le principe, Thomas Cato, l'auteur de Kodja, va lire à voix haute son histoire pendant que Régis Lejon, son illustrateur, va la dessiner en direct. Allons-y. Personne ne lui barre le passage, aucun guide, aucune vigie ni sentinelle armée pour faire le guet. La porte gémit et se referma derrière lui. Et très vite se rassura. En suivant cette rue unique, en fait, avec Régis Lejon, on a écrit donc et illustré ce texte qui s'appelle Kodja, qui est d'abord un livre. Et très rapidement, on a eu envie effectivement d'extraire l'histoire du livre, parce qu'il y a beaucoup d'enfants et d'adolescents pour qui c'est pas si simple de lire. Alors de lire, oui, de déchiffrer, ça va, mais c'est de voir ce qu'on a mis nous entre les lignes, les choses auxquelles on pense pas quand on écrit. Et voilà, le fait de le lire à voix haute, de le voir dessiner en direct, je pense qu'on plonge véritablement dans l'histoire. Kodja, en fait, je l'ai écrit il y a vraiment très très longtemps. J'ai habité à Troyes pendant 10 ans. C'était un vrai bonheur, des belles années. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui porte ce nom de famille, en fait, Kodja. Le H n'est pas au même endroit. Voilà. Et puis, sur le moment, je leur ai demandé si je pouvais leur prendre, parce que je trouvais ça tellement beau. Et ça m'a inspiré vraiment. Ça m'a inspiré quelque chose d'horizon, en fait. J'ai eu l'impression que c'était un prénom où on pouvait regarder très très loin. Donc oui, c'est un vrai rapport avec Troyes, ouais. Techniquement, déjà, c'est pas le même format. Le livre est un format vertical et là, on est obligé pour les formats de vidéo, en fait, de projection, d'être sur un format horizontal. Donc, j'ai dû recomposer des tableaux et des tableaux qui étaient pensés pour ça. Donc, la narration change. Et du coup, en changeant la façon d'emmener les spectateurs, j'allais dire les lecteurs, mais finalement, c'est les spectateurs ici, dans cette histoire, c'est ça que je trouve intéressant. Nous voici à présent au musée de Vauluisant. Nous allons rencontrer Philippe Jalbert, auteur et illustrateur. Il a décidé de réinventer, de s'approprier l'histoire de Bambi, le célèbre faon. Une exposition est d'ailleurs consacrée à son ouvrage. Je vous laisse la découvrir. Disney, ce n'est pas la personne qui a inventé le personnage de Bambi ni l'histoire. C'est un auteur au début du XXe siècle, donc qui s'appelait Félix Salten, qui a écrit un roman qui s'appelle Bambi. Et moi, je me suis inspiré de son histoire et non de celle de Disney. Donc, je me suis inspiré du roman originel, celui de Félix Salten, dont je suis parti et à partir duquel j'ai réécrit mon histoire, ma version de Bambi. Ma version est beaucoup moins naïve que celle de Disney. Disney, il y a Pan qui l'a inventé, ça n'a rien à voir. Moi, c'est une version qui est peut-être un peu plus dure, peut-être un peu plus ancrée dans la nature, peut-être un peu plus réaliste. C'est un album qui fait une 30aine de pages, je pense, ou une 40aine, j'ai oublié aujourd'hui, mais qui représente en gros une demi-heure de lecture, tandis que qui est adapté donc à un public jeunesse, mais j'espère aussi à l'adulte qui sera le vecteur de cet album-là, qui va lire le livre à l'enfant, parce que nous, les livres qu'on fait pour les enfants ne sont pas que pour les enfants, c'est aussi, ils passent par le médiateur qui est l'adulte. Je m'adresse souvent aux non-lecteurs, donc je m'attache à ce que mes livres s'adressent un peu à tout le monde. Voilà pour ce journal spécial. Demain, vous serez avec Eline Wisnicki et Aurore Coulon à la caméra. Ce sera un journal en immersion au cœur du salon. Quant à moi, je vais rester un petit peu. J'ai trouvé un livre qui pourrait me servir.